Or, je vous invite à aller télécharger sur Internet Discours sur l'Afrique de Victor Hugo. Vous serez surpris de ce que vous avez lu. C'est pour ça que je vous demande d'aller faire des enquêtes, allez lire, allez chercher. Vous allez voir que Victor Hugo a tenu des propos que pas plus tard que le mois dernier, les Occidentaux ont encore tenus, à savoir l'Afrique n'appartient pas aux Africains, l'Afrique appartient à l'Europe. Et je suis désolé de vous faire rappeler que notre compatriote Lionel Zinsou a dit une chose pareille, il n'a pas fait que le dire, il a écrit dans un rapport qu'il a coécrit avec Hubert Védrine en 2014, fin 2013, décembre 2013, début 2014. Et il finit ce rapport et quelques semaines après, on le nomme premier ministre chez nous. Vous voyez quand même qu'il y a quelque chose d'interpellant. Et ça, quand vous lisez Victor Hugo, vous voyez cela. Victor Hugo est celui-là même qui a lancé la vague de la colonisation. Parce qu'il était extrêmement déçu qu'on ait suspendu la traite négrière. Mais ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, c'est des choses qu'on ne nous dit pas. C'est des choses qu'on ne nous enseigne pas. Et donc, nous sommes là toujours encenser des gens qui, en fait, ne se souciaient pas de nous et qui continuent à ne pas se soucier de nous. Quel philosophe ici ne cite pas Kant? Quel philosophe ne cite pas Hegel? Vous voyez ce que dit Emmanuel Kant, la nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Bon. Et ça, vous les retrouvez réellement dans des ouvrages. Bon, pour moi qui suis en éducation, Jules Ferry est considéré comme le père de l'éducation moderne. Et j'ai un collègue là, il me sait. Quand on dit Jules Ferry, c'est lui qui a démocratisé l'école. Jules Ferry vous dit que malgré tout ce qu'il dit, quand il parle de liberté, d'égalité et d'indépendance, cela ne vous concerne pas. Cela concerne les races supérieures qui ont un devoir sur les races inférieures. Donc, quand il parle de liberté, d'indépendance, de fraternité et tout, vous n'êtes pas concerné, mes chers amis. On pourrait penser que tout ce que je suis en train de dire, c'est ancien, parce que voilà, je reprends encore ici Hegel, je ne vais pas le citer entièrement, mais Hegel dit que l'esclavage est bon et bénéfique en tant que moment pédagogique d'éducation. Voilà. Mais le problème, c'est que j'avais dit de leaders intellectuels et de politiciens occidentaux qui, pénétrés de ces certitudes que leur ont été leurs ancêtres, continuent d'avoir des réflexions qui vous animalisent presque. Et ça, c'est un peu ce que vous retrouvez sur cette diapo-là que je fais. De Nicolas Sarkozy, qui justement, en 2000, je crois que c'est en 2016, à l'université Cheikh Anta Diop, a dit clairement que l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Mais ce n'est pas la chose la plus terrible qu'il ait dit concernant. Il y a d'autres choses. À Michel Sapin, en passant par Helmut Kohl ou Hillary Clinton, vous avez des citations là qui vous font froid dans le dos. Donc, quand on a ce genre de choses, on se rend compte tout simplement qu'il y a un problème. Je ne voulais pas les commenter, on pourra revenir après là-dessus si vous voulez. Parce que c'est là où on pourra revenir, c'est pour gagner du temps aussi. Parce que bon, j'ai un temps qui m'a été accordé et j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc j'essaie d'aller un peu sur certaines choses. Et donc, vous voyez que nous avons été et nous continuons d'être bercés par ce genre de réflexion. Et c'est cela qui a poussé l'afro-américain, le professeur d'université aussi, Carter Woodson, d'accord? C'est cela qui l'a conduit à écrire un ouvrage qu'il a intitulé The Miseducation of the Negro, c'est-à-dire la déséducation du noir. Et il a essayé de montrer qu'en vérité, partout sur Terre, que ce soit ici en Afrique ou dans les Antilles ou dans les îles, partout où les Noirs sont, on travaille toujours à faire en sorte qu'ils soient déséduqués. Autrement dit, en ne leur apprenant pas leur vraie histoire. Et malheureusement, les auteurs occidentaux ont pu eux-mêmes dire, vous avez ici un Anglais, c'est un universitaire aussi, qui a écrit le vol de l'histoire. Le vol de l'histoire. Comment l'Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, en sous-titre. Et donc nous sommes dans cette réalité-là. Pourtant, depuis 1974, tout ce que je suis en train de vous dire ce matin ne devait plus être. C'est-à-dire qu'on devait être très loin en avant
la récupération de notre conscience historique est dans la connaissance de notre passé. On devait être loin. Pourquoi? Parce qu'en 1974, il y a eu cet événement scientifique majeur qui n'est pas très bien connu des universitaires africains et qui a été intitulé le colloque du Caire, qui a été appelé le colloque du Caire. Le colloque du Caire, vous avez le rapport qui est fait dans l'histoire générale de l'Afrique, le volume 2 de l'histoire générale de l'Afrique. Vous prenez le volume 2 de l'histoire générale de l'Afrique, en annexe, vous avez le rapport de ce colloque-là. Bien entendu, ici, je vous montre seulement le rapport qui est là, et que vous pouvez télécharger sur Internet et lire. Le colloque portait sur le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture néolithique. Pourquoi? Je vous fais simple. Le passé égyptien a voulu être récupéré par l'Occident. Je dis bien, je fais simple. Voilà l'essentiel. Le passé égyptien a voulu être récupéré par l'Occident. Et vous saurez pourquoi tout à l'heure. Parce qu'on y trouve des initiatives, des inventions, des attestations, des preuves de scientificité déconcertantes. Et donc, il ne fallait pas attribuer ce passé-là à des Noirs. Et donc, pour cela, la majorité des égyptologues qui étaient des Blancs ont non seulement falsifié un certain nombre de faits historiques, mais ils ont tenté de faire croire que ce passé-là était occidental. Et c'est la raison pour laquelle, quand déjà en 1970, l'UNESCO a contacté Cheikh Anta Diop pour qu'il vienne écrire un petit chapitre sur l'Égypte antique, il a refusé. Pourquoi? Parce que depuis 1954, quand je vous le disais, où il a sorti ce livre-là, il a eu contre lui toute l'intelligence des races humaines. Et en réponse à ce livre de Gobineau, celui que beaucoup considèrent comme Cheikh Anta Diop avant Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire un ténor humain, a répondu à Gobineau à travers ce livre-là, qu'il a intitulé De l'égalité des races humaines, anthropologie positive, dans lequel il avait déjà pas mal d'informations. Et donc Cheikh Anta Diop a dit qu'il n'écrit pas de chapitre du livre s'il n'y a pas un débat scientifique qui puisse trancher la question. Et l'UNESCO s'est vu contraint d'organiser ce colloque-là. Et donc de 70 à 74, ça fait 4 ans. Autrement dit, on a donné 4 ans à tout le monde pour se préparer. Et à ce colloque, il y avait tous les plus grands savants du monde qui étaient réunis contre Cheikh Anta Diop seul. Bien entendu, accompagné de Théophile Obenga, qui était à l'époque son disciple. Théophile Obenga, qui est un Congolais de Congo-Brazzaville et qui aujourd'hui est encore vivant, un peu âgé, mais encore vivant. Il était là. Il y avait notre compatriote Maurice Aranzo Brelé qui était présent, mais lui, il représentait l'UNESCO. Donc, il a participé à cette assise-là. Et donc, au bout d'une semaine de colloque, c'est-à-dire du 28 janvier au 3 février 1974, le colloque a eu lieu. Et au bout d'une semaine, au bout de l'exploration de plusieurs sources et de plusieurs preuves, les thèses que défendait Cheikh Anta Diop l'ont emporté. Et ce sont même ceux qui étaient contre lui qui ont rédigé ce rapport-là, dans lequel ils reconnaissent qu'il ne faisait pas de l'idéologie, comme on avait tendance à abuser, mais il faisait plutôt de la science. Parce que pendant une semaine, ce sont des preuves scientifiques qu'ils ont travaillé à apporter. Et à partir du moment où les thèses de Cheikh Anta Diop l'ont emporté, en principe, on ne devait plus être en train de dire ce que je suis en train de vous dire. Parce que Cheikh Anta Diop a demandé une seule chose à ce colloque-là. Il a dit, si, au bout de tout ça, les thèses l'emportent, je voudrais qu'on change les manuels scolaires et les supports pédagogiques. Aussi bien en Afrique qu'en Europe, qu'en Occident. Ces thèses vont emporter. Aujourd'hui, nous sommes à 50 ans, jour pour jour. On en est toujours là. Et je vous dis, c'est consigné dans
Nous sommes à 50 ans. Pourquoi les choses ne changent pas? Et à partir du moment où les thèses de Cheikh Anta Diop l'ont abordé, quand j'ai oublié de parler de l'hypothèse occidentaux, vous voyez bien, ils disent l'Égypte ancienne est peuplée de l'eucoderme. L'eucoderme, c'est le terme scientifique exact pour désigner les blancs. Nous sommes des mélanodermes. Parce qu'en fait, si on dit blanc, en toute rigueur, blanc c'est un peu, c'est ça, cette couleur-là, vous voyez bien. Donc, le terme scientifique précis pour désigner les blancs, c'est les leucodermes. Et pour désigner nous, c'est les mélanodermes. Et donc, les Occidentaux disent que l'Égypte ancienne est peuplée de leucodermes, même si leur pigmentation est foncée et peut aller jusqu'au noir et le prétinacide. Bon, en langage simple, je vois que en langage simple, les blancs vous disent que l'Égypte ancienne est peuplée de blancs, même si de temps en temps ces blancs-là peuvent être noirs. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Ça, c'est l'hypothèse formulée par des intellectuels. Simplement parce que l'objectif, c'était de capter ce passé historique. Et l'hypothèse formulée à l'époque par Cheikh Anta Diop et Théophile Obiega était toute simple. L'Afrique ancienne était peuplée d'albissement néolithique à la fin des dynasties indigènes par les Noirs d'Asie, tout simplement. C'est très précis. Quand il parle de balbutiement néolithique, il parle depuis le premier souverain après ce qu'on a appelé les suivants taurus, c'est-à-dire les premiers souverains dont on trouve des éléments datés, des attestations de preuves de l'existence et de tout ce qu'ils ont pu faire depuis donc Narmer, à partir de moins 3200 jusqu'à Nectanégo II, autour d'environ 300, il n'y a eu que des pharaons noirs. Après 300, vous pouvez retrouver les pharaons considérés comme blancs, parce qu'il y a eu des invasions et tout, et on a eu des dynasties, des Ptolémées, et ensuite d'autres qui sont arrivés et qui n'étaient plus véritablement noirs. Et c'est justement à partir de ce moment-là que l'Égypte a connu son déclin. Mais sinon, quand vous prenez véritablement l'histoire de la dynastie de l'Égypte ancienne, il n'y avait que des noirs, des gens qui étaient très noirs, encore plus noirs que vous et moi. C'est que cela dit, sachez. Et donc ce passé-là nous revient, il nous appartient. Ce sont nos ancêtres qui ont initié toutes ces choses-là. Et donc aujourd'hui, en principe, que ce soit en dialectique, que ce soit en sciences exactes, en arithmétique, en géométrie, en astronomie, en médecine, en littérature, dans toutes les disciplines, il y a une antériorité africaine. Même en droit, et c'est un peu ce que je vais m'employer à faire maintenant. C'est-à-dire que la communication ce matin, ou du moins cet après-midi, consiste aussi à montrer dans les différentes disciplines qui sont les nôtres, à apporter quelques preuves de ce que l'Afrique a initié, a innové, a inventé, a en tout premier apporté l'information scientifique à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle, je le dis bien, dans toutes les disciplines, il n'y a pas une discipline qui soit étrangère à l'Afrique. Mais comme ici, il faut bien aller à l'essentiel, j'ai choisi quelques disciplines sur lesquelles je vais revenir. Et la première discipline que je vous propose, c'est l'architecture. Pourquoi que c'est? Vous voyez là les statues. Et ce ne sont même pas toutes, je ne peux pas tous vous les présenter, vous êtes obligé de faire des choix, mais quand vous y allez, vous constatez qu'il y a véritablement de quoi vous impressionner. Ici, j'imagine que vous allez quand même reconnaître tout au moins les obélisques qui ont été volés. Nous sommes là à Paris, justement parce que derrière, vous avez la Tour Eiffel. On a tenté de reproduire le schéma, mais jamais on n'y est parvenu. Et quand vous êtes en plein cœur de Paris, sur cet obélisque-là, ce qui est écrit, ce sont les hiéroglyphes, c'est-à-dire les bétonitaires. Ce ne sont pas des chiffres en latin ou en grec, quoi que ce soit. Ce sont des écritures africaines. Et donc vous avez cela. Vous avez ceci que je vous montre aussi parce que très souvent, on nous parle des pyramides, mais on ne nous en parle pas suffisamment et correctement pour qu'on prenne conscience de l'importance des pyramides. D'abord, la toute première, qui a été la plus grande œuvre jamais imaginée dans l'histoire de l'humanité, la première et qui après a été dépassée, on l'appelle la pyramide à degrés, qui se trouve sur le site de Saqqara en Égypte, au Caire même, qui a été fabriquée par Imhotep. Nous sommes là en moins 2800. J'ai eu la chance l'an dernier de faire un tour en Égypte et forcément je n'ai pas
je n'ai pas manqué d'y aller. Et donc, vous le voyez là devant, justement cette pyramide-là, c'est une photo que j'ai prise. Et pour que la pyramide puisse sortir, il a fallu vraiment se mettre très loin. Parce que quand vous regardez déjà la taille de la pyramide à l'époque, c'est impressionnant. Vous avez à la suite de Imhotep, qui était le premier savant polyvalent, qui a initié beaucoup de disciplines, non seulement en architecture, à travers cette construction, mais aussi en médecine et en mathématiques, vous le verrez tout à l'heure. Vous avez à la suite de lui l'architecte Émile, le voilà.